Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Chroniques européennes sur Radio, une émission consacrée aujourd'hui à la transition écologique sur fond de fronde des Gilets jaunes en France, mais aussi dans une moindre mesure en Belgique. Une fronde motivée notamment par la contestation d'une large partie de la population contre la hausse de la fiscalité carbone et sur fond également de conclusions de la COP24 qui vient de s'achever à Katowice en Pologne sur un bilan apparemment, vous nous le direz, très contrasté. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Philippe Lamberst. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes eurodéputé belge, coprésident du groupe des Verts. Vous êtes une des figures les plus connues du Parlement européen. Vous êtes célèbre notamment pour votre franc-parler. On se souvient tous d'un dialogue plus que vif qui vous avait opposé au président français Emmanuel Macron dans l'hémicycle de Strasbourg. C'était en avril 2018. Alors dans un récent article sur votre blog, vous faisiez le constat, M. Lamberst, qu'au-delà de leur opposition à la fiscalité écologique, les Gilets jaunes s'insurgeaient surtout contre les injustices fiscales et territoriales. Et vous faisiez état, les chiffres sont assez édifiants, d'une étude rappelant qu'en France, les très riches, à savoir 1% du haut de l'échelle des revenus, émettent 40 fois plus de carbone que les 10% les moins riches. Et vous rappeliez aussi que les 10% les moins riches contribuent proportionnellement à leurs revenus jusqu'à 4 fois plus à la taxe carbone que les premiers. Ils sont là, selon vous, les ressorts de cette fronde? Évidemment. C'est d'abord une révolte contre l'injustice, profondément ressentie et accentuée, je dirais, par ce que j'appellerais une arrogance de classe que démontre Emmanuel Macron, mais aussi dans une moindre mesure le gouvernement belge. C'est autrement dit, de la part des plus riches, les moins riches de la population doivent s'entendre dire essentiellement si vous êtes dans votre situation, c'est de votre faute. Bougez-vous. Faites des efforts et vous y arriverez, mais en tout cas, ce n'est pas le système qui vous écrase, c'est vous-même qui n'êtes pas capable. Pour trouver du travail, il suffit de traverser la rue. Dans la vie, on est soit quelqu'un qui réussit, soit on n'est rien. C'est le langage qu'utilise Emmanuel Macron. Comment voulez-vous que ça ne suscite pas la colère chez ceux qui sont les destinataires de ce message, fondamentalement? Et c'est ça qui se passe. Et alors, l'étincelle, ça a été le prix des carburants, mais fondamentalement, si vous écoutez les revendications des Gilets jaunes, c'est d'abord la revendication d'être reconnu comme une personne qui ne vaut pas moins que n'importe quelle autre personne. Et donc ça doit évidemment se traduire ensuite par des politiques de justice sociale, de justice fiscale, de justice territoriale. Autrement dit, les politiques ne peuvent pas se mener uniquement au profit des métropoles mondialisées, elles doivent être menées au profit de tout le territoire, de tous les individus, et en particulier de ceux qui en ont le plus besoin. Et fondamentalement, derrière ça, alors, c'est la contestation d'une démocratie, en fait, qui aujourd'hui fonctionne au profit d'une minorité. Et c'est là qu'il faut trouver la source des revendications de nature démocratique. Le référendum d'initiative citoyenne, le droit de révocation des élus ou des assemblées législatives qui soient non seulement élues, mais aussi tirées au sort. Voilà, et donc je pense que beaucoup de revendications des Gilets jaunes sont des revendications parfaitement fondées. Alors bien sûr, le mouvement des Gilets jaunes est aussi traversé de certains slogans populistes, de certains slogans complotistes, c'est tout à fait vrai, mais ça ne devrait pas permettre, je trouve, de disqualifier pour autant le mouvement qui traduit d'abord une insurrection contre l'injustice. Alors, je l'ai rappelé dans mon préambule, vous aviez eu des mots très vifs avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous partagez ce qu'on entend assez régulièrement, disant qu'Emmanuel Macron, c'est le président des riches? Je crois qu'il le démontre. Je veux dire, ce sont les chiffres. Si ces réformes budgétaires et fiscales se traduisent par le fait que les 1% les plus riches vont voir leur pouvoir d'achat, qui n'est déjà pas tout à fait négligeable, augmenter de 6% sur les 2 premières années du mandat de Macron, mais clairement, et ce sont ceux donc qui en bénéficient le plus. Ça ne veut pas dire que les autres catégories ne bénéficient en rien, mais ceux qui bénéficient le plus des réformes de Macron, ce sont les détenteurs de capitaux, et les détenteurs de capitaux, comme vous le savez, se situent plutôt dans le haut de l'échelle que dans le bas. Donc ça, c'est la réalité. Tout le langage qu'il a, j'ai cité quelques exemples, mais il y en a tant d'autres, je veux dire, tout le langage qu'il déploie à l'égard des citoyens français est un langage qui est teinté d'un mépris de classe. Il estime qu'il fait partie de ces gens qui réussissent, d'ailleurs apparemment tout lui sourit,
Si les autres ne sont pas dans le même état que lui, eh bien, c'est parce qu'ils le veulent bien ou qu'ils ne le veulent pas, en fait, qu'ils ne veulent pas faire les efforts nécessaires, comme si Emmanuel Macron s'était hissé là où il est à la force de son seul mérite. Je ne dis pas qu'il n'a pas de mérite dans le fait de s'être fait élire président de la République, mais je pense qu'il y a des circonstances qui n'appartiennent pas qu'à lui. Et donc, voilà, non, je crois vraiment qu'Emmanuel Macron incarne ces politiques qui sont menées au profit des plus riches et dans cette idée que un peu de leur richesse va ruisseler sur le reste de la société. Alors au début de son mandat, il a récusé la théorie du ruissellement pour en fait encore mieux la défendre. Simplement, il a changé de langage. Au lieu de dire enrichissez les riches, tout le monde en profite, il dit ne jetez pas des pierres au premier de cordée. Mais fondamentalement, c'est la même histoire qu'on raconte. Si nos sociétés sont prospères, c'est d'abord et avant tout aux plus riches qu'elles le doivent. Alors qu'en réalité, si nos sociétés sont prospères, c'est parce que nos citoyens mouillent leurs chemises, créent de la valeur, créent des services qui ont du sens pour nos concitoyens, des infirmières qui font leur boulot sur le terrain, des profs qui font leur boulot sur le terrain. Tout cela contribue à la prospérité de la société. Mais ça n'est pas reconnu par Emmanuel Macron, ça n'est pas reconnu par les chefs d'entreprise, par les détenteurs de capitaux qui estiment que si les entreprises font du profit, eh bien c'est grâce à elles-mêmes. Mais elles ne se posent pas la question de savoir, tiens, qui fournit une main-d'œuvre qualifiée, qui fournit les efforts de recherche et développement, qui fournit les infrastructures, qui fournit un état de droit, une justice qui fonctionne, etc. Ça, apparemment, ce sont des facteurs qui sont là naturellement, fournis par la nature, et donc on n'a pas à dire merci pour ça, alors qu'en réalité, c'est la société qui crée tous ces biens communs dont les plus riches profitent le plus. Alors, vous l'avez rappelé, et vous le rappeliez également dans un récent article, une partie des critiques des Gilets jaunes sont recevables. Et il y en a une que j'ai notée, c'est notamment le fait, ce que dénoncent les Gilets jaunes, c'est qu'on leur impose leur carburant alors que le transport aérien ou le transport maritime bénéficient d'exemptions de taxes. Tout à fait. Alors, je m'empresse de dire que si on se mettait à taxer le transport aérien en fonction de son impact écologique, le city trip à 20 ou 30 euros disparaîtrait. Je pense que pour l'environnement, ce serait nécessaire. Je pense qu'au contraire, on entendrait un certain nombre de personnes qui manifestent aujourd'hui, on les entendrait dire, oui, enfin, c'est dégueulasse, le transport aérien, ça ne peut pas être un privilège de riches. Le fait est que le transport aérien, on en abuse aujourd'hui. Et donc, on en fait trop, je veux dire. J'imagine que les salariés d'Airbus ne seraient pas très heureux d'entendre qu'en fait, les 10 ou 11 000 avions qui sont dans le carnet de commande, pour bien faire, la plupart de ces avions ne devraient jamais être construits et ne devraient jamais voler. Ce n'est pas parce que je n'aime pas le transport aérien, je suis moi-même passionné d'aviation. La question n'est pas là, mais simplement, c'est très clair que le transport aérien surpollue par rapport au transport terrestre, parce qu'il faut élever un poids considérable, celui de l'avion et de ses passagers et de son cargo, à une altitude de 10 000 mètres. Et donc tout ça coûte énormément d'énergie. De même, le transport maritime, ce qui fait arriver dans nos contrées les biens fabriqués parfois à très bon marché en Asie du Sud-Est, en Chine ou ailleurs, eh bien, ces bateaux utilisent un des carburants les plus dégueulasses qui existent sur la planète, et deux, en effet, ce carburant n'est pas imposé, pas réglementé. Or, c'est vrai que ces bateaux polluent de manière colossale. Donc, si on veut être cohérent, il faut taxer toutes les formes de pollution et pas faire reposer l'intégralité de la charge fiscale sur les pollutaxes, si vous voulez, sur les taxes sur les pollutions. Elles ne peuvent pas reposer uniquement sur les pollutions causées finalement par l'homme de la rue. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut l'en exempter, mais il faut de nouveau de la justice. De la justice. Je pense que beaucoup de gilets jaunes et beaucoup de nos concitoyens en général savent que la transition écologique est une nécessité. Autrement dit, ils ne sont pas cons. Ils savent très bien que nous vivons au-delà des moyens que la planète nous fournit. Mais pour que les efforts d'adaptation qui sont indispensables soient acceptables, il faut, un, qu'ils répondent à la nécessité, et ça je pense que beaucoup de nos concitoyens le reconnaissent, deux, qu'ils soient efficaces, autrement dit que si en effet on abandonne le diesel ou le moteur thermique, ça aura un impact. Alors certains en doutent, ou alors ils vont vous dire oui, ça aura peut-être un impact, mais si on laisse les avions et les bateaux continuer, ça impact sera négligeable. Et là-dessus, ils ont raison. Donc la deuxième condition n'est pas tout à fait satisfaite. Et la troisième, celle de la justice, ne l'est pas du tout. Puisque, on le disait, les plus riches sont aussi ceux qui provoquent un impact climatique et environnemental bien au-delà de leur proportion dans la population. Et donc, si les 10% les plus riches provoquent 50% des effets dévastateurs sur la nature, logiquement, 50% au minimum de l'effort devrait poser sur leurs épaules.
et pas sur les épaules des 90% restants. Et donc voilà, c'est cette question de justice qui nous revient comme un boomerang. Et en fait, cela fait, depuis la révolution néolibérale, depuis qu'elle s'est imposée d'abord dans le monde anglo-saxon, et puis dans l'Europe scandinave, en Allemagne, aux Pays-Bas, et puis graduellement en France, en Belgique et dans les pays du Sud, au fur et à mesure que cette mondialisation néolibérale, cette idéologie s'est imposée, on a vu les inégalités exploser. Et je trouve, honnêtement dit, que la réforme des Gilets jaunes, quand on y réfléchit, elle vient tard. Qu'est-ce qu'elle nous envoie d'abord comme signal? Mais que nos concitoyens ont été très, très, très patients. Ça n'est que maintenant qu'ils commencent à se révolter. Et donc on ne peut pas leur reprocher de péter un câble à la première difficulté. Ça fait 10, 15, 20, 30 ans que ces politiques sont menées selon les pays de l'Union, et ça n'est que maintenant qu'on assiste à des insurrections, alors soit électorales, le référendum du Brexit, les populistes en Italie et ailleurs, soit à une révolte comme les Gilets jaunes. Alors bien sûr, je récuse la violence dont certains font usage, mais je crois que l'immense majorité des citoyennes et des citoyens qui se révoltent aujourd'hui le font de manière pacifique, le font sous une forme de désobéissance civile. Et je rappelle que l'indépendance de l'Inde, les droits civiques aux États-Unis, beaucoup d'avancées significatives sur le plan de la justice sociale ont été obtenues par la création d'un rapport de force. Et d'autant mieux que ce rapport de force est un rapport de force non violent, désobéissant peut-être, mais non violent. Et je pense que ça, c'est l'essentiel de la révolte des Gilets jaunes. Donc si on n'est pas capable d'entendre cette révolte-là, si on n'est pas capable d'entendre en fait que la transition écologique ne peut être que solidaire, et si elle ne l'est pas, il n'y aura pas de transition écologique, si on n'est pas capable d'entendre ce message-là, nous faisons totalement fausse route. Et il ne faut pas s'imaginer que les choses vont s'améliorer. Hein. Les gens ne vont pas accepter de continuer à se faire tondre sur pied en disant merci. Hein. Alors, dans cette transition écologique, il y a deux gisements que vous avez mentionnés. Il y a évidemment l'aviation, le transport maritime. Vous dites à peu près, on sait ce qu'il faudrait faire, oui. Taxer davantage, limiter le city trip, etc. Est-ce qu'il y a des initiatives déjà qui commencent à émerger? Et quels sont les leviers au niveau de l'Union européenne, au niveau du Parlement européen, pour agir sur ces deux questions? Alors, il se fait que sur ces domaines-là, c'est le niveau européen qui est compétent. Donc, alors certes, nous ne définissons pas la politique fiscale, mais par exemple, nous pouvons dire, eh bien, les carburants doivent être taxés en fonction de leur impact environnemental. Et en fait, l'augmentation des taxes sur le diesel vient de là, hein, d'une directive européenne. Mais on peut harmoniser les taxes, soit en harmonisant sur le plus bas niveau, soit en harmonisant sur le plus haut niveau. Devinez ce que les États ont fait, ils ont harmonisé sur le plus haut niveau. Mais donc, nous pourrions taxer le carburant aérien si nous le voulions. Nous pourrions également interdire l'accès au moins à nos eaux à des navires qui ne respectent pas des normes, et on les obligerait alors à se transformer. Mais le problème, c'est que les majorités politiques au pouvoir en Europe, et quand je dis en Europe, c'est à la fois au niveau européen et dans les États membres, sont des majorités qui sont libre-échangistes à tout crin. Pour eux, c'est formidable que des porte-conteneurs chargés de t-shirts à 3 balles arrivent en Europe ou de viande bovine du Canada arrivent en Europe et mettent sous pression nos producteurs locaux. Pour eux, c'est génial. Sauf que ça n'a pas de sens écologique, ça n'a pas de sens non plus sur le plan de notre économie. Autrement dit, je peux bien concevoir que chaque État ne va pas avoir une fabrique d'Airbus dans son jardin. Il y a des biens pour lesquels il faut une certaine échelle, et c'est clair qu'on a un grand avionneur européen et ça a du sens. Et il y a un grand avionneur américain, et c'est très bien ainsi, et peut-être un jour un grand avionneur chinois. Bon, mais expliquez-moi, quel sens ça a de passer un traité de libre-échange avec le Canada qui prévoit notamment que 120 000 tonnes de viande canadienne s'ajoutent au marché européen chaque année, un marché de viande européen qui est déjà en surcapacité. Expliquez-moi. Ça n'a aucun sens, outre le fait que, il va falloir la transporter, cette viande, et donc ça produit des émissions de CO2. Expliquez-moi pourquoi il faut importer en Europe de la viande du Canada, alors que nous avons ici tout ce dont nous avons besoin. Parce que je vous rassure, ce n'est pas de la viande de vélociraptor ou d'alligator qu'on fabrique au Canada, c'est du porc et du bœuf. Et surprise, surprise, du porc et du bœuf, on sait faire en Europe. Quel est l'intérêt d'estimer que plus de commerce international, c'est nécessairement plus de bien-être pour la population mondiale? Ça n'est pas nécessairement vrai. Et donc, si nous voulons rencontrer les contraintes que la planète nous impose, nous avons à relocaliser l'économie. Ce qui ne veut pas dire
un protectionnisme étroit. Ça ne veut pas dire vivons en autarcie, mais ça veut dire que tout ce qu'on peut faire localement, ben, il faut le faire localement pour le consommer localement. Moins de tonnes sur moins de kilomètres, c'est moins d'impact écologique. Et là, on a de nouveau deux combats qui se rejoignent. C'est le combat pour minimiser notre empreinte écologique et le combat pour recréer de l'emploi local, pour redonner à nos collectivités locales de quoi faire. Et donc là, de nouveau, on voit bien que les enjeux, je veux dire, environnementaux et socio-économiques de la transition sont liés. Ils sont absolument liés. Sauf si on se dit, c'est la grande compétition mondiale au moins 10 ans, et donc il faut être toujours à la pointe du moins 10 ans social, du moins 10 ans environnemental, du moins 10 ans fiscal. Et ça, c'est évidemment la doctrine des néolibéraux, dont on sait qu'elle produit l'enrichissement des plus riches. Désolé, mais ça, ce n'est pas notre projet. Comment vous expliquez de cette doxa néolibérale alors qu'on vous dit, depuis 30 ans, on voit les ravages qu'elle peut produire, les conséquences, qu'elles soient encore si prégnantes? Oui, c'est une vraie question. Alors, comment est-ce que je dirais? Il faut voir d'où on vient. On vient de l'économie sociale de marché, d'une économie où l'État jouait un rôle très important. Et il y a, malgré tout, chez beaucoup de nos concitoyens, aussi une certaine méfiance par rapport à l'État, en disant « oui, mais finalement, l'État, c'est pas très efficace, les impôts, c'est pas bien, et donc, donner plus de pouvoir au marché, aux entreprises privées, finalement, c'est peut-être pas plus mal. » Et cette idée est encore fort présente, que si c'est géré par l'État, c'est nécessairement inefficace. Et on voit en fait que, bien sûr, il peut y avoir de l'inefficacité lorsque c'est géré par l'État, tout comme quand c'est géré par le privé. On voit bien aujourd'hui le secteur financier alloue très très mal les ressources. Il les alloue d'abord dans un but de maximisation de la rente. Et ça, évidemment, ça n'est pas nécessairement quelque chose qui est utile à la société. Et donc, ce qu'on constate, c'est que beaucoup des grandes innovations dont nous profitons aujourd'hui, à commencer par l'Internet, le GPS, etc., sont des innovations qui ont été faites sur l'initiative des États. Alors, on peut aimer ou pas, par exemple, le programme électronucléaire français, mais c'est d'abord l'État qui a pris l'initiative de dire, voilà, nous voulons faire le pari d'être relativement autonome, c'est relatif parce que l'uranium ne vient pas de France, mais sur le plan énergétique, et essentiellement c'était lié à la bombe évidemment, mais donc c'est l'État français, ce n'est pas le secteur privé qui a fait le programme électronucléaire français. Et là, on se dit, en fait, il faut réhabiliter la capacité de l'État d'être un pionnier, d'être quelque part structurant, non pas omniprésent, mais d'être structurant dans l'organisation de nos sociétés. Alors ce sont des idées qui sont plus naturel en France. Défendre cette idée-là en France est relativement naturel, mais c'est beaucoup moins naturel en Allemagne, en Belgique, en Scandinavie, dans le monde anglo-saxon, dans le monde de l'Europe de l'Est, ne l'oublions pas. Ils ont vécu le communisme soviétique. Et donc, eux, il ne faut pas trop leur parler du fait que l'État doit organiser. Il y a une méfiance par rapport à l'État, aux politiques, et donc, si on ne fait pas l'État, faisons le marché. Sauf que quand vous mettez tous vos œufs dans un panier, que ce soit le communisme à la mode soviétique, tous les œufs dans le panier de l'État, ou néolibéralisme, tous les œufs dans le panier du marché, on voit où ça mène. Ça mène à des excès, ça mène à de l'extraction de rente, alors de la part des oligarques d'un côté ou des oligarques de l'autre. Ce sont des oligarchies, simplement, le mode de désignation des oligarques n'est pas le même dans le modèle communiste ou marxiste-léniniste que dans le modèle néolibéral. Mais ça reste des oligarchies, autrement dit, des systèmes où une minorité profite du système au détriment d'une majorité. Alors je voudrais, si vous voulez bien, qu'on évoque la COP 24 de Katowice qui vient de se terminer sur un bilan, vous nous direz ce que vous en pensez, qui apparaît plus que mitigé. Il y en a aussi beaucoup qui commencent à critiquer ces grands messes là, qui coûtent cher, en plus 200 millions de dollars, je crois, c'est la dernière, avec le bilan climatique aussi qui n'est pas forcément évident. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, première chose, je peux vous vendre la COP 24 sur le mode positif. À Paris, à la COP 21, il y a 3 ans, on a décidé d'objectifs généraux pour la période après 2020. Et donc, le rendez-vous de cette année-ci, c'était se fixer les règles de fonctionnement de l'accord de Paris. Autrement dit, on a adopté la loi à la COP 21. On devait adopter ici les arrêtés d'application. On l'a fait, donc grand succès, mission accomplie. Je peux vous la faire de manière plus négative. Le GIEC, à qui on avait... Donc le groupe des experts, les scientifiques qui nous conseillent, on leur avait commandé un rapport pour septembre pour le mois d'octobre qu'ils ont rendu à temps, qui demandait d'évaluer la différence entre 2 degrés de réchauffement et 1,5
Et ils sont venus en nous disant, les gars, c'est une différence énorme en termes d'impact, donc mieux vaut être vraiment très près d'1,5 que de 2. Petit problème, c'est que les engagements pris à la COP21 nous amènent à 3 ou 3,5. Donc on est très loin de l'objectif. Est-ce qu'il y a eu à la COP24 une prise de conscience qu'il fallait d'emblée, déjà maintenant, réviser les objectifs qui avaient été annoncés par les États partis à la conférence à la COP21? Ben non. Et là, c'est une forme de déni de réalité. Les représentants des gouvernements sur place se sont même battus sur le point de savoir s'il fallait déclarer que la conférence accueillait très positivement, prenait note du rapport des scientifiques. Je veux dire, si vous lisez ce rapport, vous dites, les gars, il y a le feu à la maison. C'est ça qu'il fallait lire dans les conclusions. Et donc, comme il y a le feu à la maison, on va redoubler nos efforts. Et ça, il n'y a pas eu. Et donc, il y a un hiatus entre le degré d'urgence et le degré de réaction. Et ça, c'est un véritable problème. Alors, faut-il continuer avec ces conférences? Ma réponse est oui. Bien sûr que ça a un impact climatique, bien sûr que ça a un coût. Le coût que vous mentionnez, c'est 2 rafales, pour faire simple. Je ne dis pas que c'est un coût négligeable, mais je pense que nous devons conserver le plus possible la démarche multilatérale. Autrement dit, on voit que des gens comme Trump, Poutine, Xi Jinping, etc. sont en train d'essayer de retourner dans un monde où finalement la force fait le droit. Je suis gros, j'ai une grosse armée, c'est moi qui dicte les conditions. Au contraire, les Nations Unies, créées, je le rappelle, après la Deuxième Guerre mondiale, avaient pour but de faire entrer le monde dans un mode de fonctionnement multilatéral par la négociation et par l'état de droit. Alors, les Nations Unies sont très imparfaites, mais on sait très bien qu'elles sont victimes aujourd'hui de coups de boutoir très sérieux de la part des grandes puissances de cette planète. Est-ce qu'on doit abandonner le multilatéralisme et finalement alors s'en remettre aux grandes puissances? Je ne pense pas. Je pense que si vous voulez que les petits pays puissent se faire entendre, que les puissances moyennes puissent se faire entendre, eh bien, il faut conserver l'outil multilatéral. Et donc, il ne faut pas jeter la COP24 avec l'eau du bain tiède, l'eau tiède du bain, dont elle a accouché cette fois-ci. Alors vous avez mentionné Trump, on pourrait aussi mentionner Bolsonaro qui a été élu président du Brésil, qui a annoncé qu'il n'accueillerait pas d'ailleurs la COP25 et qui supprimerait le ministère de l'Environnement. Est-ce que cette élection de Trump, elle a déjà eu une incidence sur la façon dont s'est déroulée cette COP24? Alors je ne sais pas si c'est... s'il faut chercher un lien de cause à effet entre l'élection de Trump et l'élection de personnages à la Trump aux Philippines, au Brésil. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a pour le moment une forme d'insurrection électorale qu'on observe dans beaucoup de pays. Et dans une période d'incertitude et de dépit, il y a cette forme de réflexe de beaucoup de nos sociétés de chercher l'homme fort. C'est rarement la femme forte, c'est souvent l'homme fort. Celui qui, par la magie de ses capacités surhumaines, va nous protéger, va nous sortir d'affaires. C'est Bolsonaro au Brésil, c'est Duterte aux Philippines, c'est Trump aux États-Unis. D'une certaine manière, c'est Macron en France, qu'on investi de pouvoirs surnaturels, il va pouvoir réformer ce pays à lui tout seul. Et en fait, les problèmes de notre monde sont à ce point complexes et reliés entre eux que l'homme fort n'existe pas. Je veux dire, la personne qui a compris notre monde, qui a compris, qui connaît la réponse à la polycrise que nous vivons, cet homme n'existe pas. Et c'est là le gros défi, parce qu'au moment où nous n'avons jamais autant eu besoin de démocratie comme d'un moyen de mobiliser l'intelligence collective, nos démocraties sont remises en cause comme elles l'ont rarement été. On entend de plus en plus de nos concitoyens dire « oui, finalement, la démocratie, quand on voit ce que ça donne, pourquoi pas un régime fort? Pourquoi pas un régime policier? Pourquoi pas ?» Et danger, danger, danger. Je vous dis, personne n'a la solution. Et les Verts, pas plus que les autres. Je vais dire, nous pensons, notre prétention, si vous voulez, c'est d'un peu mieux comprendre le monde et ses enjeux que beaucoup de nos concitoyens, enfin de nos concurrents politiques plutôt, et d'avoir une idée un petit peu plus précise de la direction générale dans laquelle on doit aller. Mais si vous pensez que nous avons toutes les solutions sur plan et qu'il suffit de les dérouler, ben non. Ça n'existe pas. Par contre, ce dont nous sommes convaincus, c'est que l'humanité dans son ensemble a les moyens de faire face aux défis, mais il faut être capable de mobiliser les capacités de nos sociétés. C'est vrai que nos démocraties, comme elles fonctionnent aujourd'hui, ne sont pas des instruments de mobilisation de l'intelligence collective. Grosso modo, elles en sont réduites à une forme de compétition entre des élites concurrentes dont chacune dit «
je sais mieux que le peuple ce qui est bon pour le peuple. Mais ce modèle-là, c'est le modèle du 18e, du 19e, voire du 20e siècle. Mais on a bien vu, quand on confie les manettes à une élite qui pense mieux que vous savoir ce qui est bon pour la société, on voit où ça mène. Et donc, est-ce qu'on sera capable, et je reviens aux revendications des Gilets jaunes, est-ce qu'on sera capable de transformer notre démocratie pour qu'elle soit des outils pour mobiliser notre intelligence et notre créativité collective? C'est ça la question. Et là intervient la question d'une démocratie beaucoup plus participative. Donc pas simplement aller voter tous les 5 ans et ça ira, c'est est-ce qu'on peut avoir à la mode suisse, à la mode californienne, des référendums d'initiative citoyenne? Est-ce qu'on peut penser à des assemblées législatives qui seraient composées de manière paritaire d'élus et de personnes tirées au sort? Est-ce qu'on est prêt, nous les politiques, à jouer une démocratie beaucoup plus participative, ce qui veut donc dire en français se défaire d'une partie de notre pouvoir? Et ma réponse, la réponse des Verts là-dessus, est oui, nous devons faire ce pari-là, parce que si nous ne le faisons pas, si nous ne faisons pas le pari de la transformation de nos démocraties pourraient bien mourir. La démocratie n'est pas quelque chose d'immortel, hein. On l'a vu, dans les années 30, dans les années 20, Mussolini est arrivé au pouvoir par un processus électoral, de même Hitler, et progressivement, ils ont anéanti la démocratie dans leur pays. Donc les démocraties peuvent se suicider. Et nous pensons que ce serait une catastrophe pour nos pays. Ne réitérons pas les erreurs du passé. Mais donc, si nous voulons que nos démocraties survivent, elles doivent accepter de se remettre en cause. La démocratie, ne l'oublions pas, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Nos concitoyens pensent que c'est de moins en moins par le peuple, c'est de plus en plus par une caste qui prétend représenter le peuple. Et c'est vrai que je sais qu'avant l'arrivée de Macron, je connaissais la statistique, 80% des élus à l'Assemblée nationale étaient des gens qui n'avaient jamais rien fait d'autre de leur vie que de la politique. Je veux dire, ça, c'est difficile de prétendre représenter le peuple lorsqu'on fait partie d'une caste quelque part à part du peuple. Alors c'est sûr que Macron a donné un coup de pied dans cette fourmilière, et ça, je pense que c'est bienvenu. Maintenant, c'est sûr que les gens de la société civile qui sont arrivés par l'autobus Macron ne représentent pas la société dans toute sa diversité. C'est une certaine partie de la société. Mais la vraie question, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, vraiment. Quand on voit que depuis 30 ans, une minorité de nos concitoyens profitent des politiques menées, on nous dit c'est la crise. Mais je peux vous dire que si vous appartenez aux 1% les plus riches, la crise ne connaît pas. Je veux dire, la crise, pardon, non. Le système fonctionne comme il doit fonctionner, c'est-à-dire à notre profit. Le système fonctionne. Alors il y a eu un petit accroc en 2009-2010 où le rythme d'accumulation de la richesse par les plus riches s'est un peu ralenti, mais il ne s'est pas inversé, rassurez-vous. Et donc là, je comprends que nos concitoyens disent, oui, mais attends un instant, là, le gouvernement du peuple, oui, ça on comprend, par le peuple, bon, ça, de moins en moins, pour le peuple, vous voulez rire? C'est pas pour le peuple, sauf à croire qu'enrichir les riches profite à tous. Et on revient à la théorie du ruissellement, qui est l'espèce de cache-sexe qu'utilisent les défenseurs de l'ordre néolibéral pour faire croire aux gens, mais ils y croient de moins en moins, que c'est pour leur bien. On flexibilise le marché du travail, c'est pour votre bien. On vous active pour que vous trouviez un emploi, c'est pour votre bien. On vous fait de mal, on vous met sous pression, c'est pour votre bien. Vous êtes trop con pour le comprendre, mais c'est pour votre bien. À continuer à prendre les gens pour des cons, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont envie d'envoyer un bras d'honneur, hein. Alors je voudrais revenir juste sur la COP24, si vous le voulez bien. Elle est aussi critiquée, les conclusions sont critiquées par le fait que finalement ce n'est pas contraignant. Il ne va pas y avoir d'autorité qui va dire si vous ne respectez pas ce qu'on a décidé, bah, vous allez être sanctionné. Tout à fait. Mais ça, c'est le multilatéralisme tel qu'il existe. Avons-nous un gouvernement mondial? Non. Avons-nous une démocratie mondiale? Non. En l'absence de cela, ben, on a les institutions qui existent, à savoir les Nations Unies, qui n'ont pas de pouvoir de coercition sur leurs membres. Et c'est comme ça, mais c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'on a de mieux en magasin. On n'a pas mieux que ça. Et donc, la question, c'est est-ce que nous sommes capables, malgré le fait que tous ces engagements ne sont pas contraignants, de réussir le pari de la transition écologique et solidaire? Moi, je pense que le seul moyen, c'est de sortir de la logique. Je ferai un effort quand tu auras fait ton effort. Ça, c'est le meilleur moyen. J'arrêterai de fumer quand toi, tu arrêteras de fumer. Mais commence. Commence et puis je suivrai. Ça, c'est la recette pour qu'on ne fasse jamais rien. Et là, je pense que des États comme l'Union européenne, comme les États-Unis ont une responsabilité vraiment majeure de montrer l'exemple. Pas spécialement pour se donner bonne conscience, mais tout simplement parce que nos responsabilités sont colossales. Je dis, une bonne partie du CO2 qui est dans l'atmosphère est du CO2 qui a été mis
là par le monde développé. Et donc, c'est nous qui avons commencé par émettre bien au-delà de ce que la planète peut supporter. Et donc, à nous de montrer l'exemple et de dire, voilà, tant sur la réduction des émissions, et je parle bien de réduction, pas de déplacement, parce que là aussi, nos concitoyens, ils n'acceptent pas, ils disent, voilà, on déplace l'industrie en Chine, et donc, simplement, ce qu'on a fait, c'est déplacer nos émissions. Mais on ne les a pas éliminées, et en passant, on a éliminé des emplois chez nous. Donc ça ne va pas. Je veux dire, si c'est pour consommer la même chose, mais simplement produire ailleurs, alors nominalement, en Europe, on émet moins de CO2, sauf qu'une partie du CO2 chinois, c'est du CO2 européen. Donc il faut sortir de cette imposture-là. Mais donc, il faut être capable de réduire en net nos émissions, et il faut être capable, et donc plus que les autres, et plus vite que les autres. Et par ailleurs, nous devons contribuer au fonds climat, c'est-à-dire à un fonds qui permet aux États les moins avancés de s'adapter au changement climatique, les premiers, et sans se faire prier. Alors on va dire, oui, mais on va se faire mal, on va se tordre le bras. Oui, bien sûr, mais parce que nous avons aussi des responsabilités, et à nouveau, elles ne peuvent être acceptées que si l'effort est justement partagé. Et donc clairement, ceux qui ont le plus profité du système tel qu'il est, et je pense de nouveau à la fraction la plus riche de nos sociétés, c'est eux qui vont devoir le plus se tordre le bras. Et la question, c'est est-ce que nous avons le courage politique de dire cela et surtout de le faire ? De dire, voilà, nous allons remettre de la justice fiscale, nous allons remettre de la justice environnementale. Et donc, messieurs les rentiers, c'est souvent messieurs, la fête est terminée. La fête est terminée, et donc c'est vous qui allez commencer par montrer l'exemple. Alors donner l'exemple, ça semble un peu mal parti quand même, quand on sait qu'en France, par exemple, depuis 2007, l'année où Nicolas Hulot est quand même arrivé au ministère de la Transition écologique, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse. Bien sûr. Bien sûr. Et ça montre bien qu'il n'y a pas de volonté politique de la part de Macron et de ceux qui l'entourent de s'attaquer vraiment à la transition écologique et solidaire. La transition écologique et solidaire, c'est quelque part le contraire de la mondialisation néolibérale. Et Hulot l'a très bien dit dans son interview de démission, il a clairement indiqué on ne peut pas avoir l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. Donc comme Macron pousse la mondialisation néolibérale, au mieux, ce que Macron veut, c'est la repeindre en vert. Mais ce n'est pas parce que vous repeignez le système en vert que le système devient soutenable écologiquement et socialement. Et donc, c'est bien du système qu'il faut sortir. C'est un changement systémique. Alors, c'est sûr que ça peut faire peur. Moi, je comprends. Et honnêtement dit, je ne vous cacherai pas que moi, j'aime pas changer non plus. Ça me fait aussi un peu peur en me disant, oui, je sais ce que j'ai, je connais le système tel qu'il est, vers quoi est-ce qu'on va, quoi. C'est un peu flippant. Mais continuer le système tel qu'il est, c'est encore plus flippant, parce que ça nous mène au désastre assuré. Et donc, à un moment, il faut retrousser ses manches, prendre son courage à deux mains en disant, bon, il faut entamer une transition qui nous fasse changer de système. Et ça, c'est la force du message de Nicolas Hulot. Mais c'est un message qui est difficilement entendu. Et les émissions ont augmenté en France, elles ont augmenté dans le monde, de 3% en un an. De 3% en un an. C'est de la folie. C'est de la folie furieuse. Et donc... Et les émissions des avions de 27% en 5 ans, je crois. C'est de la folie furieuse. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Je veux dire, les gens continuent à voyager en avion. Et c'est un non-sens. Alors on va dire, ouais, mais le city trip à 30 balles, c'était la dernière conquête sociale. Ouais. Les gars, enfin... Je dis, moi, je prends mes vacances en France, j'y vais en voiture. Alors bon, oui, c'est une voiture. Mais il y a beaucoup de belles choses à voir près de chez nous. Alors je ne dis pas qu'une fois dans sa vie ou 2 fois dans sa vie, je ne sais pas, on peut faire un voyage sur un autre continent, mais c'est pas comme s'il était impossible d'avoir une chouette vie sans voyager tous les mois, faire un city trip en Europe ou ailleurs. Voilà quoi. Alors il y a plusieurs ONG ou groupes d'acteurs politiques ou associatifs qui ont fait des propositions. Je pense notamment, il y a une proposition qui a été faite par Jean Jouzel et Pierre Larouturou, le pacte finance-climat. En grosso modo, ils se disent, pendant la crise de 2008, les banques ont réussi à mobiliser 1000 milliards d'euros pour sauver les banques. On peut bien faire la même chose pour le climat. Mais je connais d'autant mieux cette proposition que j'en suis co-signataire, et donc c'est évidemment probablement la proposition la plus intelligente pour financer la transition. Et c'est vrai que c'est pas seulement qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour sauver le système financier, c'est qu'après, on a continué à créer de la monnaie. Donc la Banque centrale européenne a créé de la monnaie, elle vient d'annoncer la fin de ce programme de création monétaire, à partir de rien, ce que les banques centrales peuvent faire,
Pour financer quoi? Tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Au lieu de dire, nous allons créer chaque mois 60 milliards et puis 80 milliards par mois, hein, pas par an, de manière non ciblée, c'est-à-dire que nous allons racheter des prêts octroyés par les banques pour faire quoi? De la spéculation immobilière, de la spéculation sur les marchés d'actions, etc., etc. Au lieu de dire, eh bien, nous allons faire cette création monétaire, mais nous allons la flécher, la cibler vers la transition écologique pour financer les investissements nécessaires dans le transport en commun. Je veux dire, on ferme des lignes de train locales, on ferme des lignes d'autobus, etc. Mais enfin, ça n'a pas de sens. Si vous voulez avoir une mobilité durable, eh bien, faites en sorte que les options de mobilité collective, le bus, le train, soient, d'abord, il y a un maillage qui couvre tout le territoire et soient accessibles financièrement aux usagers. C'est la première chose à faire. Si vous voulez que les gens laissent la voiture à la maison, ben, qu'ils aient la possibilité de faire autre chose. C'est par là que ça commence. Eh bien, on aurait pu dire, voilà, la création monétaire que la Banque Centrale Européenne fait depuis des années, on la cible vers ce type d'investissement-là. On serait déjà beaucoup plus loin dans la transition. Mais non. On dit, on fait confiance au système financier pour allouer la monnaie créée par la Banque Centrale. Parce que c'est ça, hein, c'est fondamentalement ça. La Banque Centrale signe un chèque en blanc au système financier en disant, les gars, faites-en le meilleur usage. Or, on sait que le système financier, ben, il n'en fait pas le meilleur usage. Il n'en fait pas le meilleur usage. Il fait d'abord de la spéculation avant de faire de l'investissement, parce que l'investissement, c'est risqué. Et voilà, donc c'est une grosse occasion manquée. Maintenant, c'est ce qu'il va falloir faire. Vous savez, je compare souvent la situation dans laquelle nous trouvons à celle de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni de Winston Churchill à l'été 40. Le continent a été envahi, peu ou prou, par les forces de l'Axe. Il reste bien sûr la zone libre en France, mais le continent est sous la coupe des forces donc de l'Allemagne et de l'Italie. Est-ce que vous pensez que Winston Churchill s'est dit « Faisons une analyse coût-bénéfice de ce que coûterait la résistance à Hitler et au contraire, la fin de la guerre ». Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'il a réfléchi? Non. Il a dit « Nous sommes ici face à un défi existentiel ». La réponse a été « Coûte que coûte, nous mènerons la lutte ». Eh bien, telle doit être la nature de notre réponse au défi climatique. C'est existentiel, c'est vital pour l'humanité. Et donc la question, ce n'est pas est-ce que nous pouvons nous payer la transition? La question, c'est est-ce que nous pouvons accepter de ne pas la faire? Si le coût de la non-transition, c'est la disparition de l'humanité ou d'une très grosse partie de l'humanité, ben, coûte que coûte, nous devons l'engager. Vous savez, les dettes de guerre du Royaume-Uni ont fini d'être remboursées en 2008. En 2008, d'accord? La Deuxième Guerre mondiale s'est achevée en 1945. Churchill ne s'est pas posé la question de savoir s'il fallait ou non s'endetter. Il a dit, il faut le faire. Il faut le faire. Alors bien sûr, il pouvait s'appuyer sur les États-Unis. Ici, les humains de cette planète ne peuvent s'appuyer sur personne d'autre. Je veux dire, il n'y a personne dans l'espace qui va venir à notre secours. Et donc, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Mais je pense que nous avons la capacité de le faire et donc il faut mobiliser les ressources. Alors on va dire, oui, mais qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas s'endetter. Ben, qu'est-ce que vous préférez? Si on ne fait pas la transition, c'est bien, il n'y aura plus de générations futures, problème résolu. On ne leur lèguera pas une dette financière, sauf qu'on voudrait bien qu'il y ait des générations futures. Nous y tenons à cette humanité quand même, on en fait partie. Et donc, ben, voilà, aujourd'hui, le message de ce pacte finance-climat, c'est de dire, ben, on peut le faire, et même on peut le faire de manière raisonnée et pas déraisonnable. Voilà, c'est ça le message de Jouzel, de la Route-Roux et de tous ceux qui les entourent, dont je fais partie, c'est dire, les gars, c'est possible, et donc faisons-le simplement, c'est une question de volonté politique. Et vous avez bon espoir que les États adoptent ce pacte? Non, pour l'instant non, parce que, et de nouveau je fais un autre parallèle, c'est le parallèle avec les années 30, donc la dépression de 1929 se produit, et ce qu'on observe, si vous lisez les livres d'histoire de cette époque-là, enfin non, les livres qu'on a écrits sur cette époque-là, c'est que la classe politique qui est au pouvoir en 29 ne comprend pas ce qui lui arrive. Les dirigeants en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis, ne comprennent pas. Et il va y avoir un retard, il va falloir attendre le début des années 30, 32, 33, pour que d'autres leaders soient élus qui, eux, comprennent. Alors, ils ont des compréhensions très différentes entre celle de Hitler et celle de Roosevelt, ce n'est pas du tout la même chose. Mais donc, de nouveaux dirigeants vont être élus qui vont comprendre le monde dans lequel ils sont et donc sortir du cadre, si vous voulez. Alors, on va dire, la crise climatique, ce n'est pas tout à fait de même nature parce qu'elle est diffuse. Ce n'est pas une grande dépression. Mais voilà, on a eu la crise financière et
fondamentalement, on n'a pas changé le système. Le système financier qui est en place aujourd'hui n'est pas très différent du système financier qui a mené à la crise de 2008. Et nous avons encore majoritairement au pouvoir des élites politiques qui ne comprennent pas les enjeux de ce moment. Ça peut apparaître comme arrogant de dire ça, mais je ne crois pas. Écoutez Trump, qui nie la réalité du changement climatique, mais écoutez Emmanuel Macron, qui dit « ouais, c'est super, make our planet great again », mais qui ne veut pas réaliser que ce qui est en cause, c'est le système que lui-même défend, c'est-à-dire ce qui produit le dérèglement climatique, c'est précisément l'emballement de la mondialisation néolibérale. Et ça, il ne veut pas le voir, parce que quelque part, c'est se renier. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment de décideurs politiques qui comprennent l'urgence du moment? Non, clairement non. Je pense que nous en faisons partie, nous ne sommes pas les seuls, Dieu merci. Mais nous sommes minoritaires à prendre conscience de l'urgence de la situation. Quel message, pour conclure, vous auriez à livrer à nos auditeurs? Certains s'engagent, évidemment, contre le réchauffement climatique par des petites actions du quotidien, mais il y en a aussi de plus en plus qui peuvent paraître résignés avec tout ce qu'on entend, la catastrophe inéluctable, etc. Alors, je comprends les deux, et je pense que ces deux sentiments cohabitent en nous, en chacun d'entre nous. Je pense qu'il y a une partie d'entre nous qui est tétanisée par l'ampleur du défi, et il y a une partie de chacun d'entre nous qui nous dit « Allez, on en est capable, retroussons-nous les manches et on va y arriver ». Et je n'ai pas de recette. C'est à nous de choisir la partie de notre fort intérieur qu'on veut écouter. Moi, ce qui me donne du courage, et je vous le dis, moi je vois la gravité du moment et c'est vrai que je n'échappe pas non plus, parfois à un certain découragement, mais ce qui me donne du courage, moi, c'est justement de me tourner vers toutes ces actrices et ces acteurs de changement qui, là où ils sont, là où elles sont, décident de ne pas lâcher et de prendre leur avenir en main, de dire « Ok, moi je vais faire à ma mesure ce que je peux. Je peux être consommateur, consommatrice, je peux être travailleur, je peux être chef d'entreprise, je peux être syndicaliste, je peux être militant d'une association. Là où je suis, je ne laisse pas tomber, j'agis. » Eh bien, c'est ça qui me donne du courage. C'est que je pense que le nombre d'actrices et d'acteurs de changement qu'il y a dans la société qui comprennent la gravité de la situation et qui ne veulent pas se résigner, ce nombre se multiplie aujourd'hui. Je pense que... Rappelez-vous le film Demain, c'est il n'y a pas si longtemps, que vous avez là Cyril Dion et Mélanie Laurent et tant d'autres qui font un documentaire sur ces actrices et ces acteurs de changement, tant dans le privé que dans le public, sur le marché, dans le secteur qu'on appelle non marchand ou associatif. Ça fourmille et vous avez des millions de gens qui payent pour aller voir un documentaire là-dessus. On se dit, mais attendez, c'est pas Star Wars épisode 19, c'est un documentaire sur les acteurs de changement. Et ils ont touché une corde là, une corde en nous qui nous dit il y a des raisons d'espérer. Et je pense que depuis, ça n'a cessé de se multiplier. Moi, c'est là-dessus que je parie. C'est ça qui me donne du courage au sein des institutions européennes, là où je suis, dans le monde politique, de continuer à ramer à contre-courant. Parce que ramer à contre-courant, ça fatigue, je vais dire, c'est sûr. Mais si c'est ce qu'il faut faire, faisons-le. Et quelque part, je me dois aussi d'être un acteur de changement dans les institutions politiques quand je vois l'énergie des actrices et des acteurs de changement dans la société. Eh bien, merci pour ce message d'espoir pour conclure. Et puis d'être venu, Monsieur Lamberts, partager vos analyses sur la question de la transition écologique dont le monde ne semble pas encore avoir basculé. Alors, vous pourrez retrouver cette émission sur le site de radio.fr. Merci à Nadine Vermeulen qui m'a aidé à la préparation, ainsi qu'aux équipes techniques du Parlement européen ici à Bruxelles. À très bientôt pour de nouvelles chroniques. Merci. Merci.